Pierre Judet de Lacombe, agrégé de grammaire, helléniste, philologue, directeur d'études à l'école de hautes études en sciences sociales et directeur de recherche au CNRS. Vous avez traduit et commenté de nombreux textes de la poésie et du théâtre grec et participé à plusieurs productions théâtrales. On vous doit notamment chez Albin Michel la nouvelle traduction de l'Iliade et L'avenir des anciens, osez lire les Grecs et les Latins. Tous les samedis matins, vous animez sur France Inter une émission qui a donné naissance à ce livre, Quand les dieux rôdaient sur la terre. Et quand on dit que vous êtes une rockstar, ça fait quoi? 2 millions d'auditeurs sans compter les podcasts, c'est ça? Je voudrais d'abord dire que moi je suis rock mais pré-punk. Après ça dégénère. Non, écoutez, moi je l'ai pas fait exprès. Je veux dire, on m'a demandé de faire. C'est Adèle Van Rett qui avant de prendre ses fonctions, m'a demandé de faire une émission sur la mythologie. Donc j'ai passé un oral, j'avais 3 jours pour écrire une émission, puis je suis passé dans un studio, je voyais personne, et puis on m'a dit allez, c'est bon qu'il y a 44 émissions à faire. Donc j'en ai fait 35 parce que c'est le tarif, et d'abord je dois dire que je fais que ça. Depuis que j'ai commencé, je finis la 2e année, j'ai fini la dernière émission de cette année, là, hier. Et je veux dire, c'est absolument passionnant. C'est-à-dire que moi je suis habitué évidemment au monde académique, aux communications, aux séminaires, aux conférences, aller à droite, à gauche, écouter les gens. Et là, c'est une communication d'abord quand même à sens unique, il faut dire, mais c'est hyper exigeant. C'est-à-dire qu'il faut être très très clair, très précis, et du coup, je découvre des textes, des auteurs que je n'avais pas lus. Et puis, par exemple, si on prend Apollon, pourquoi Apollon, il est à la fois bon et méchant, il est à la fois très obscur, il envoie la peste, et c'est le dieu radieux de la révélation. Pourquoi les Grecs ont construit des trucs comme ça qui sont aussi contradictoires? En plus, c'est des trucs auxquels ils croyaient. Apollon, on sait qu'il est à Delphes, et donc si on va à Delphes, il a un porte-parole, une porte-parole, ou il est à Délos. Donc c'est la réalité. Et comment les gens ont pu élaborer tous ces mythes mais fabuleux, extraordinaires, c'est quand même s'appeler à l'enfance, mais à tout âge, pour parler du réel de manière aussi contradictoire, ambiguë et fine, puisque rien n'est donné comme tel quel. Parce que les dieux, pour un grec, c'est quoi? C'est pas de l'imagination, c'est pas des fantaisies. Les dieux, c'est le réel. C'est ce qui vous arrive, ce qui doit vous arriver absolument. Ça vous tombe sur la tête et puis vous avez à anticiper ou pas. Et donc à partir de ce fait que quelque chose va vous arriver, alors c'est pas très gai en général. Ce qui est très gênant, c'est que quand un dieu séduit une femme, c'est du viol. Donc je suis un peu gêné quand je dois raconter ces histoires à la radio. Mais je veux dire, c'est un fait qui est irréversible. Et c'est donc les Grecs qui ont imaginé des tas de choses sur cela. Et c'est tellement libre, parce qu'il n'y a aucune orthodoxie, il n'y a pas de religion révélée, il n'y a pas de clergé, ou à peine, s'il y a des gens qui tuent les bœufs, tout ça. Mais je veux dire, il n'y a pas un savoir, qui passe par des textes. Il y a des textes énormément, mais on est libre. Et entre poètes, alors on a les images sur les vases, on a des statues, tout ce que François Lissarag analysait si bien, et on a les textes poétiques. Et donc, ce qui est fabuleux aussi, c'est de se dire que sur France Inter, quand même, qui est une radio populaire, on peut faire lire par de très très bons acteurs de la Comédie Française ou d'ailleurs, des grands textes. Des textes grecs, latins, mais aussi mésopotamiens, etc. Donc on est quand même... c'est une diffusion, on parlait de transmission, c'est une transmission vitale. À ce propos, j'ai le sentiment que votre expérience du théâtre a joué un rôle, alors non seulement dans la façon dont ces comédiens interprètent dans les épisodes, mais probablement aussi dans la manière dont vous nous racontez ces histoires. On a vraiment l'impression que vous parlez à chaque lecteur individuellement. Alors c'est peut-être à cause de la radio, hein, mais vraiment, moi j'ai eu l'impression en lisant que vous me parliez à moi, rien qu'à moi. J'ai pas tous les noms quand même, mais je veux dire, non, c'est vrai que j'ai beaucoup fréquenté des gens du théâtre. Ça a été, ils m'ont déniaisé, si j'ose dire, parce que j'étais dans un monde universitaire où on admirait plus ou moins les textes grecs, latins, où on disait non, il faut pas admirer comme ça, il faut désacraliser cette littérature. Ce qui en compte, ce sont les structures sociales, la mentalité. Bon. Et j'ai eu la chance de tomber sur un professeur un peu fou furieux que vous avez édité, qui était Jean Bollack, qui était grand ami des poètes.
Et lui, c'était en mai 68, donc il était le plus radical de tous à l'université de Lille, et il disait, je peux vous montrer que dans une ode de Pindare, il y a autant de poésie que dans toute la poésie contemporaine. Alors il connaissait les très grands poètes contemporains, Paul Celan, dont il était intime, André Fresneau, etc. Et il nous a appris, avec la science allemande, enfin la science dure, la science des textes, comment voir en quoi ces textes sont vraiment fins, sont intelligents. Les textes sont, ça c'est le principe de l'interprétation. Un texte, les textes qu'on lit, quand on est interprète, philologue, comme on dit, il faut poser que le texte est plus intelligent que nous. Et quand on lit Homère, on trouve que c'est d'une profondeur inouïe, c'est une virtuosité, etc. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est chez les gens du théâtre, comme Ariam Nouchkine, avec qui j'ai pas mal travaillé, et d'autres à Marseille, Théâtre des Bernardines, etc. Ils sont hyper exigeants quant au texte. Ils veulent comprendre mot par mot. Et Ariam Nouchkine, qui traduisait l'Orestie d'Échille, avec une connaissance du grec qui était quand même pas très très bonne, assez nulle en fait. Elle avait un mot à mot, et puis moi je lui expliquais chaque vers. Mais elle me disait, plus t'es précis en tant que philologue sur un vers, avec la métrique, les formes grecques, etc., plus moi je suis libre pour traduire. Je peux échapper aux clichés, le tragique, la grandeur, enfin tous ces trucs quoi, qui plombent les œuvres. C'est pour ça que vous avez traduit ou retraduit tous les textes sur lesquels vous vous fondez ou que vous utilisez dans ce livre. Alors, pas quand c'est de Mésopotamie, non, mais je veux dire, les textes grecs, oui, quand j'ai le temps, parfois je sais que j'ai pas le temps, simplement. Alors pourquoi ? Parce que vous savez que bon, c'est comme les auteurs. Un traducteur pense que tous les autres traducteurs sont mauvais. Donc, mais ça, c'est ce qui n'est pas vrai, parce qu'on a de bonnes surprises souvent quand même. Mais c'est parce que c'est pour faire passer quelque chose. C'est-à-dire que comme c'est une poésie, la poésie grecque, c'est une poésie qui est tellement concrète. Mais concrète, ça parle des sensations, des couleurs du monde, du vent qui passe, tout ça, avec des mots très très élaborés. Et donc ce qu'il faut, c'est dans la traduction, essayer de faire passer ce rapport au monde, qui est un rapport où le langage le plus artistique, si on veut, est fait pour l'émotion et pour dire les choses. Et quand on décrit un dieu qui arrive, quand on vous dit quel regard a Apollon quand il arrive chez son père, bon, c'est émouvant. Moi, ça m'arrive, quand j'ai traduit Homère, ça m'arrivait de pleurer, tellement c'est beau, tellement c'est fort. Il faut essayer d'être un tout petit peu à la hauteur de ça. Et c'est pour ça que je passe mon temps à retraduire les textes. Chacune des histoires que vous racontez avec brio est accompagnée de citations contemporaines. On en a parlé au début de l'après-midi, vous citez Edgar Morin, pour Prométhée par exemple, mais il y a aussi Gaston Bachelard, Jean-Pierre Vernant, et bien d'autres. Et ça nous dit bien que ces histoires, elles nous disent quelque chose aujourd'hui aussi. Alors les citations, c'est pas moi qui les trouve. Alors parfois, je dis, tu sais, là, à l'archiviste, là, il y a Nicole Laureau, il y a Jean Bollac, il y a etc. Ça c'est bien, ou Nouchkine, ou qui on veut, quoi. T.S. Eliot, à un moment, est cité. Donc on a retrouvé un enregistrement de sa voix. Ça, c'est quand même magnifique. Je veux dire, effectivement, c'est à la fois contemporain, pas contemporain. Les Grecs, ce n'est pas notre monde. Dieu merci. Parce que c'était un monde de brut, c'était un monde de violence, c'était un monde d'une ex-poésie et d'une philosophie absolument extraordinaire. Mais ils n'avaient pas les droits de l'homme, par exemple. Donc c'était quand même une société très, très brutale. Mais ils ont élaboré des situations humaines avec cette idée du mythe. Et le mythe, c'est ça qui est génial, c'est de dire que tout ce qui est universel, ce qu'elle veut dire, tout ce qui touche l'ensemble de l'humanité, pas simplement les gens de telle ou telle ville, ça se passe, c'est lié à un événement qui a lieu ici, dans tel lieu, ou qui a lieu avec telle personne. C'est Oedipe. Oedipe n'est pas seulement le fils qui veut coucher avec sa mère comme tous les fils. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui il arrive une histoire absolument fantastique. Achille, qui est une brute, une horreur, mais il est passionnant parce qu'il lui arrive, Hélène Monsacré ne sera pas d'accord, mais je dirais, il lui arrive des choses tellement fabuleuses qu'il est au-delà de toute exemplarité humaine. On peut dire qu'il n'est pas une particularité, c'est-à-dire un exemplaire de l'humanité, c'est une singularité absolue. Alors que Hector est une particularité, c'est le très bon défenseur, le père, un peu brutal quand même, qui défend sa ville. Achille, c'est le fou furieux, qui est très proche des dieux et à qui il arrive des moments de générosité invraisemblables. Et donc c'est lié au nom Achille. Alors Achille en plus, Achilleos, ça veut dire celui qui est le chagrin, Akos, de son peuple, Laos. Il fait pleurer son peuple. C'est le héros, le premier des Grecs, qui est celui qui fait pleurer les Grecs. On est parce qu'il se retire du combat, il y a toutes ces morts. Donc on est dans des situations de paradoxe, et
Le mythe, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit oui, il y a tout ça, toutes ces ambiguïtés de la vie qu'on connaît, que la philosophie va développer ensuite en long et en large avec des concepts. Le mythe, puis la poésie, c'est pas des concepts, c'est de dire tout ça, ça a lieu sur une personne. Et Homère, ce qui est absolument génial, il fait tout un poème de 16 000 vers sur la colère d'une personne. Et il raconte toute l'histoire de l'humanité avec ça. Quand on vous écoute, on comprend pourquoi il y a 2 millions d'auditeurs le samedi matin sur France Inter, il n'y a pas de problème. Une dernière question peut-être pour terminer. Je me suis demandé pourquoi ils nous plaisaient tant, ces dieux immortels, et j'ai fini par me dire que c'était parce qu'ils sont terriblement humains. Alors parfois sexistes, parfois violents, mais toujours terriblement humains. Les dieux, c'est nous, c'est-à-dire que c'est nous en mieux. Parce qu'ils ne meurent pas, et puis ils peuvent leur arriver les pires trucs. Le pauvre Arès, par exemple, le dieu de la guerre, le Mars, qui est un vrai crétin en plus, il se fait blesser par un héros grec qui s'appelle Diomède. Et Diomède, ça veut dire celui qui a la pensée de Zeus. Donc en fait, il se fait tuer par son père, il se fait blesser par son père. Et bien alors qu'il vient pleurer dans les bras de son père, puis après son père dit bon, allez quand même, assieds-toi là, puis Arès est plein de gloire. Il est bien heureux, il va banqueter ensuite. Nous, on ne peut pas. Nous, si on est blessé par Diomède, on meurt. Donc il y a cette espèce de différence, c'est que eux, les dieux, ils sont dans la finitude, ils sont dans le désir. Zeus, qui est extraordinaire, Zeus qui décide de tout, quand il doit faire mourir Hector, qui est l'humain qu'il préfère, parce que c'est le plus pieux, Zeus pleure. Mais il sait que Hector doit mourir pour que Troie tombe, sinon il n'y aurait pas de destin, il n'y aurait pas d'histoire universelle, justement. Donc les dieux sont pas hors du monde, ils ne sont pas transcendants. Et c'est pour ça que pour nous, ça nous parle, parce que Dieu transcendant, bon, à part, ça existe encore, mais c'est quand même pas très courant chez nous. Donc on est dans de l'immanence, et les dieux grecs, c'est les dieux de l'immanence. Et donc ils sont en guerre les uns avec les autres. Et il y a toujours Zeus qui dit à la fin, bon, c'est fini, maintenant on rigole plus. Mais je veux dire, en tant que Dieu suprême, c'est pas le Dieu de la Bible, ou c'est pas le Dieu des évangiles. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui souffre comme dans les évangiles, mais qui, est le maître et qu'on ne discute pas. Et c'est ça qui est quand même intéressant. Il y a l'unité du monde, et en même temps, c'est cette unité, alors pas seulement de douleur, mais d'expériences les plus variées possibles. C'est pour ça que c'est vivant. Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre-Judet de Lacombe, avec ce livre, vous les faites redescendre sur terre, et ils reviennent parler avec nous. On vous en remercie infiniment.